Bienvenue, chers téléspectateurs, au bulletin scientifique de la chaîne 2, où nous découvrons plusieurs phénomènes scientifiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir des phénomènes comme les cellules souches, l'intrication quantique et la radiographie. Mais en premier, nous allons découvrir un des phénomènes les plus importants du 20e siècle, la fission nucléaire. Le docteur André Veilleux est ici pour nous parler de la fission nucléaire et de comment on peut l'utiliser dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons visité le docteur Veilleux à la plante de fission nucléaire à Cornwall. Voici ce qu'il avait à dire. La fission est une réaction dans laquelle le noyau d'un atome lourd se divise en deux atomes plus petits. Cette réaction produit aussi quelques protons ainsi qu'une quantité énorme d'énergie. Selon Rodney de l'université Georgia State, une seule réaction de fission peut créer 200 millions de fois plus d'énergie que le proton qui l'a provoqué. Cette réaction peut se produire de deux façons, une réaction spontanée ou une réaction provoquée. Une réaction spontanée se produit chez les éléments avec une masse atomique supérieure à 230. Une réaction spontanée a lieu chez les isotopes instables de ces éléments, quand ils divisent leur noyau en deux sans être influencés par des facteurs externes. Ce type de réaction n'est pas utilisé souvent à cause du fait que cette réaction est très imprévisible et aussi parce qu'il est presque impossible de trouver les éléments en question en nature, car ils se dégradent trop rapidement. La réaction provoquée, par contre, est beaucoup plus désirable si on veut l'employer, car la réaction est plus facile à contrôler. On produit une réaction de fission provoquée quand on ajoute un neutron à un isotope relativement stable pour créer un isotope très instable. Cet isotope instable se divise presque instantanément, produisant deux nouveaux atomes, plusieurs neutrons et une grande quantité d'énergie. Ces neutrons peuvent alors être utilisés pour provoquer d'autres réactions, ce qui libère plus de neutrons, qui provoquent d'autres réactions, et ainsi de suite. Ceci s'appelle une réaction en chaîne, et c'est ce qui est utilisé dans presque toutes les applications de la fission nucléaire. Comme nous pouvons voir, il y a plusieurs avantages à utiliser l'énergie produite par la fission nucléaire. Mais a-t-il aussi des effets néfastes? Voici ce que le docteur Jean-Guy Bichard nous a dit. Cette technologie n'est quand même pas sans risque. La fission nucléaire par elle-même est très dangereuse si elle n'est pas bien contrôlée. Ceci a été mis en évidence à deux occasions en particulier, à Tchernobyl en 1986 puis au désastre de Fukushima en 2011. En plus, les déchets radioactifs que produisent ces réacteurs peuvent poser des risques au niveau de la santé si on ne les dispose pas correctement. La fission nucléaire est évidemment un concept scientifique très important qui a eu des effets positifs et négatifs depuis sa découverte. C'est une source d'énergie durable qui a aidé à alimenter la demande croissante d'électricité. Mais est-ce que le risque posé par les armes nucléaires et les catastrophes potentielles sont un prix juste à payer? Maintenant, passons à la radiographie, notre prochain phénomène de la journée. La radiographie est un des processus les plus importants pour la médecine de nos jours. Il nous permet de diagnostiquer les patients avec précision. Parlons maintenant à Remus Gilliland, un radiologue à Maniwaki. La technologie médicale de nos jours est très avancée, mais un des processus que nous avons découvert dans les dernières quelques années est la radiographie. La radiographie est un des processus les plus importants. Il nous permet d'obtenir des imageries précises de l'intérieur de nos patients, qui nous donnent des diagnostics très précis pour guérir des patients aussi vite que possible. Il y a plusieurs différents types de radiographie, comme les mammographies, le lavement barité pour les intestins. On peut préciser des virus et des maladies dans chaque partie de l'être humain. Ceci est un processus vraiment extraordinaire. La radiographie est utile dans tous les cas dans les hôpitaux. La radiographie est seulement utilisée dans les cas plus sévères, car c'est très coûteux de le faire pour chaque patient, mais c'est un processus très rapide et très efficace. Ça prend juste à peu près 15 minutes normalement, et ça donne des informations indispensables pour la guérison d'un patient. Nous pouvons utiliser une multitude de techniques plus précises dépendant de chaque partie du corps que nous devons radiographier, comme la radiographie dentaire que nous utilisons souvent. Il est important que nous considérons tous les bénéfices de la radiographie, mais aussi les points moins forts et les effets néfastes. Il est vrai que la radiographie porte beaucoup de bénéfices, mais nous devons aussi considérer les effets néfastes. Nous avons parlé à quelques personnes qui ont été impactées négativement par la radiographie. Un des tels était M. Jesse McEntee, qui a développé une tumeur cérébrale, une maladie très grave du cancer, parce qu'il a utilisé trop de radiographie. Voici ce qu'il y avait à dire. Mon nom est Jesse McEntee. Pendant ma vie, j'ai subi plus de
30 radiographies. J'ai récemment développé une tumeur cérébrale, puis les docteurs me disent que c'est la faute des rayons X. Je pense que les rayons X, c'est un vrai danger qu'on a vraiment besoin de faire attention. Il est vrai que la radiographie porte plusieurs effets néfastes, particulièrement pour les femmes enceintes. Les rayons X utilisés dans la radiographie ont une possibilité d'endommager le fœtus. Donc, il faut être très prudent quand on fait la radiographie sur les femmes enceintes. Mais il y a aussi un danger pour le public en général. Les universités de Yale et Harvard ont trouvé qu'il y a un lien entre le nombre de radiographies posées sur un patient et la possibilité de développer une tumeur cérébrale. Donc, la chance est très minimale, mais il y a encore une chance. Il faut considérer ceci quand nous utilisons la radiographie sur nos patients. Si nous comparons les effets néfastes et les bénéfices de la radiographie, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup plus de bénéfices quand on parle de radiographie. Mais on doit quand même considérer les effets néfastes. On ne veut pas avoir des patients qui sortent de l'hôpital en pire condition qu'ils sont arrivés en premier lieu. Donc, on doit considérer les deux côtés de l'équation car on utilise la radiographie très fréquemment. Donc, il est très important qu'on utilise les bénéfices au maximum et qu'on essaie de réduire les effets néfastes. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, passons à un des phénomènes les plus mystérieux de nos jours, l'intrication quantique. Nous allons parler au docteur Marc Lapatate, qui va nous décrire ce phénomène mystérieux. Bonjour, l'intrication quantique est lorsque deux particules agissent ensemble dans un système intriqué. Cela signifie qu'ils se comportent comme un objet même s'ils sont physiquement séparés. Il suggère que l'espace n'est que la construction qui donne l'illusion qu'il y a des objets distincts. Les scientifiques du monde entier ont mené des expériences utilisant des particules comme les électrons, photons et même les diamants qui interagissent physiquement ensemble comme un seul, mais quand ils sont séparés, ils se comportent comme ils sont toujours ensemble. Par exemple, si vous faites tourner un électron, l'autre électron agit de la même manière, exacte, simultanément, comme s'ils sont toujours connectés physiquement. Dans notre réalité, l'univers est le système intriqué et tout ce qui est interconnecté. Depuis sa naissance au début du XXe siècle, la mécanique quantique n'a cessé d'intriguer. C'est là qu'il se manifeste surtout aux très petites échelles. Depuis notre émission classique, forgée par une existence qui se déroule dans un monde microscopique. L'une des propriétés les plus étranges est ce que les physiciens nomment l'intrication d'état quantique. Souligné par Albert Einstein et d'autres théoriciens des années 1930, l'intrication de fait sont entrées dans les laboratoires qu'à la fin des années 1970, afin de répondre à des questions d'interprétation soulevées sur la physique quantique. Depuis, la notion d'intrication est devenue problématique, explorée dans le passage d'un comportement quantique d'un système à un comportement classique. Un autre que nous décrivons ici porte sur l'information quantique, c'est-à-dire sur l'utilisation des propriétés quantiques pour traiter plus efficacement l'information ou pour mieux assurer la sécurité des communications. L'intrication est quelque chose encore plus étonnant. Elle a longtemps été au cœur d'une discussion passionnée entre Einstein, ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, d'une part, et ceux qui souhaitent la théorie quantique, en particulier Niels Bohr et puis David Bohm, d'autre part. Elle a été introduite par le physicien autrichien Erwin Schrödinger au milieu des années 1930 pour désigner des états quantiques particuliers qui peuvent apparaître lorsque deux ou plusieurs objets quantiques, des atomes, électrons, etc., interagissent. Merci beaucoup, Dr. Lapatate. Maintenant, passons à un événement scientifique un peu plus biologique. Nous allons parler aujourd'hui des cellules souches. Ces cellules sont très importantes dans notre corps et elles ont une fonction très étonnante. Allons voir. Bonjour, et je m'appelle Cameron Hunt. Je suis un chercheur sur les cellules souches avec le réseau des cellules souches canadiennes. Le rôle des cellules souches est de fournir de nouvelles cellules à notre corps. En s'utilisant, les cellules souches produisent d'autres cellules souches pour renforcer leur population ou créer de nouvelles cellules spécialisées. Il y a trois méthodes de recherche sur les cellules souches qui existent couramment. La modification, la régénération et la création de nouvelles organes. Je vais expliquer ces trois méthodes en lien avec les maladies qui pourraient aider. Le dernier grand domaine de recherche
est la création de nouvelles tissus. De nos jours, il y a des millions de personnes sur des listes d'attente pour avoir de nouvelles chroniques. Mais avec la nouvelle développement dans la recherche, on découvre qu'on n'a pas besoin de créer de nouvelles chroniques. On n'a pas besoin de faire des transferts de chroniques quand on est capable de les créer. En recherche avec une équipe de chercheurs canadiens et suédois ont développé des chroniques dans des laboratoires, ils les ont données aux patients et il n'y avait aucune différence entre les chroniques transportées dans notre main et celles qu'ils ont fait dans les laboratoires. Si ils sont capables de continuer à créer de nouvelles tissus, ça pourrait résoudre plusieurs problèmes d'attente sur les listes. La méthode de modification avec les cellules souches consiste à modifier le code génétique des cellules. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie héréditaire qui affecte la grande portion de la population. Il se caractérise par une inflammation des articulations liée à une réaction auto-immune. Les articulations les plus classiquement touchées sont des mains, des poignets et les genoux. Ce qui s'arrive, c'est que les anticorps attaquent les joints, qui causent des problèmes de circulation et d'articulation du mouvement. Maintenant, il y a déjà un traitement guéri pour cette maladie, qui consiste à faire des injections à l'endroit qui est affecté. Le problème avec ça, c'est qu'il est très douloureux et coûte très cher. Il y a des chercheurs dans les cellules souches qui ont créé une nouvelle méthode où ils changent le code génétique des cellules pour qu'eux-mêmes peuvent produire le contenu des injections. Si cette méthode continue à se développer, il y a un grand pourcentage de maladies comme cela qui pourrait guérir. La régénération est une méthode qui consiste à ajouter les cellules souches des endroits où on veut que des nouvelles tissus se développent. Pour les personnes avec des vecteurs de colonne vertébrale essentielle, cette méthode est très importante. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des cellules souches et ils les injectent dans la colonne vertébrale. Et avec ceci, ça aide les tissus à commencer à se redévelopper. Ça n'aide pas à complètement guérir le problème maintenant, mais toutes les personnes qui ont participé à cette étude, avec les injections des cellules souches dans la colonne vertébrale, ont noté qu'il y avait une amélioration dans la qualité de vie significative. Voilà les 3 différents domaines de recherche les plus communs avec les cellules souches. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour avoir écouté le bulletin scientifique de la chaîne Dieu. J'espère que vous avez beaucoup appris sur les différents domaines de la science que nous avons couverts ce soir. À la prochaine et bonsoir.